Parce qu'on va pouvoir, grâce aux différents mécanismes de produits structurés, aller chercher du rendement, même en cas de marché baissier. Il faut 4 ans pour que l'action remonte à son niveau initial. Sur les produits structurés, l'avantage, c'est qu'on va récupérer 32%. Quand on achète un produit structuré, c'est pas un pari de l'investisseur contre la banque. C'est souvent ce que pensent les Non, c'est pas clients au démarrage. pas le cas du tout. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Garder le Cap. J'ai le plaisir d'accueillir Tom Denoun, qui est responsable partenaire chez eCapital et du coup qui est spécialisé dans les produits structurés qui vont être le thème de ce nouvel épisode. Bonjour Tom, Bonjour Aldric. merci d'avoir accepté cette invitation. Bah, merci à toi de me recevoir. L'objectif de cet épisode, c'est qu'à la fin de cet épisode, ceux qui vont le regarder comprennent tout sur les produits structurés parce qu'on entend beaucoup de choses dessus. Et du coup, je pense que c'est important d'éclaircir tout ça. Bah, on va essayer. La première question que je voudrais te poser, c'est que les produits structurés, moi souvent je le présente comme étant voilà, de mettre des protections sur un investissement financier en contrepartie de caper la performance. Est-ce que c'est un bon résumé de ce que sont les produits structurés aujourd'hui? Alors, c'est difficile de résumer, on va dire, en 2 mots ce qu'est le produit structuré parce que finalement, il y a une infinité de produits possibles, on peut tout faire, on va en parler, hein. Ouais, On a le temps d'en parler, il y aura tous les typologies de produits et toutes les différents types de niveaux de risque qu'il va y avoir sur le produit structuré. ok. Mais c'est vrai que c'est les éléments qu'on retrouve, souvent, la notion de protection du capital, en contrepartie d'autres choses, mais aussi certainement en effet d'un cap de la performance. Et est-ce que tu as l'impression que les produits structurés sont bien compris en règle générale par tes partenaires, par les clients Alors c'est notre rôle et c'est le rôle clé et je pense que c'est l'enjeu majeur des produits structurés pour en tout cas continuer dans le développement. Voilà, on voit qu'il y a un essor assez important des produits structurés Ouais. sur les dernières années, encore plus là depuis 2 3 ans. C'est l'enjeu majeur, je trouve, et notre profession, c'est aussi le rôle aussi, le rôle qu'on a auprès de vous. Nous, c'est vrai qu'on travaille en B2B avec les CGP, Family Office principalement. Il y a un rôle, énorme de pédagogie là-dessus. Donc, expliquer au maximum, enfin le mieux possible. L'objectif, c'est que vous compreniez à 100 comment fonctionnent les produits, que vos clients finaux derrière comprennent parfaitement comment fonctionnent les produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils peuvent être mal compris. Mhm. Le but, c'est, enfin comme tout type d'investissement, quand on vend quelque chose, c'est qu'il soit parfaitement compris, par l'investisseur final. Ok. Alors on va commencer par le commencement. Pourquoi est-ce que les produits structurés existent? Pourquoi est-ce que les banques vont émettre des produits structurés aujourd'hui? Alors, je pense que ça répond à un besoin, enfin, comme toute chose, hein, j'ai envie de dire, comme tout produit. C'est quelque chose qui répond à un besoin de trouver un actif, de diversifier, ses actifs dans un portefeuille. Alors, pourquoi les produits structurés? Déjà, c'est des produits qu'on peut loger dans pas mal de différents supports, hein, donc, dans l'assurance vie française, luxembourgeoise, sur du compte titre. Déjà, le fait notamment de pouvoir référencer ces produits dans l'assurance vie française, d'une certaine façon, on va dire, ça les démocratise. Mhm. Et autre chose, c'est vrai que ça répond à un vrai besoin de diversification. Aujourd'hui, on sait qu'on a le fonds euro, on a les SCPI, on a le private equity, etc. Bon, voilà, les produits structurés, c'est une classe d'actifs à part entière et un vrai outil de diversification dans les portefeuilles. Ok. Et la banque émettrice, c'est quoi son intérêt à venir permettre une structuration d'un produit comme celui-là? Son intérêt, la banque émettrice, au même titre qu'elle va émettre d'autres produits, c'est de répondre à un besoin. De toute façon, pour qu'il y ait un produit soit lancé, il faut toujours répondre à un besoin, qui est des charges spécifiques d'un client. Son intérêt, ça va être de répondre à un besoin en ayant un produit qui va répondre à un cahier des charges précis. Ok. Et comment la chaîne de valeur va se constituer entre qui gagne de l'argent sur un produit structuré avant de parler des gains que peuvent faire les souscripteurs de ces produits-là? Forcément, il va y avoir, il y a différents intermédiaires, hein, dans la construction d'un produit, il peut y en avoir plus ou moins. Naturellement, il va y avoir la banque. Au sein de la banque, il y avoir la partie trading, la partie sales, voilà, il y a une partie aussi documentation réglementaire, voilà, il y a des coûts, tous ces coûts-là qui vont avoir dans la construction du produit. Ensuite, voilà, s'il y a un intermédiaire, un broker, il y aura le broker aussi et le conseiller en gestion de patrimoine, le family office qui va distribuer le produit au client final. OK, et tu as certaines banques qui ont leurs propres équipes de structuration. Oui, Toi, tu es un acteur indépendant, chez oui. Capital. Il y a d'autres, acteurs, comme ça qui sont indépendants, des banques. C'est quoi la différence qu'il va y avoir entre les équipes internes des banques et une société comme, iCapital? Voilà, comme tu l'as dit, c'est que la plupart des banques qui ont leur propre service, on va dire, de commercialisation de produits structurés, donc qui ont leur service interne, ils vont être obligés finalement de vendre leur papier. Mmh. C'est-à-dire de proposer les produits uniquement émis par leur banque. Donc les vendeurs de Société Générale vont proposer les produits de Société Générale, de BNP vont proposer les produits de la BNP.
ce qui est très bien, hein. Ils travaillent très bien, ils vont faire des très bons produits. Nous, l'avantage, on va dire, c'est qu'on travaille en architecture ouverte. Donc on travaille avec, une vingtaine, d'émetteurs, en architecture ouverte, on est totalement indépendant. Ce qui fait que nous, finalement, on va aller interroger un peu comme un courtier, finalement, en crédit immobilier qui va aller interroger toutes les banques, faire ce travail-là pour aller trouver celle qui va avoir le meilleur taux, finalement. Bah, OK. nous, c'est un peu le même travail qu'on va avoir, mais pour les produits structurés. Donc on va interroger tous nos partenaires émetteurs et aller trouver sur une structure donnée, bah, l'émetteur qui va avoir le meilleur pricing en respectant évidemment des cahiers des charges précis, bah, à la fois au niveau de risque, de l'émetteur sur la notation et cetera. Mais en tout cas, on va aller interroger tous nos partenaires émetteurs pour aller être plus compétitifs finalement, en théorie, que celui qui a qu'un seul émetteur à proposer. OK. Alors ça, c'est hyper important parce que justement, il y a un risque qui existe dans les produits structurés, c'est le risque d'émetteur. Donc c'est, le risque que la banque qui l'a émise, Le fasse risque de faillite. défaut. Ouais, fasse défaut. Comment est-ce que, vous allez sélectionner les banques avec lesquelles, vous allez, travailler? Tu parles d'un cahier des charges? Exactement et tu fais bien de le rappeler parce que c'est quelque chose même quand on parle de produits capital garanti ou produits avec une protection jusqu'à X, il y a toujours un élément qui est essentiel et qu'on doit rappeler à chaque fois et on parlait de l'importance de la pédagogie, Mmh. l'explication précise aux clients finaux. Bah, il faut toujours parler de cet élément-là, c'est le risque de défaut de l'émetteur, qu'il y a sur tous les produits. Donc c'est quelque chose qui est, réel sur tous les produits, mais au même titre qu'aujourd'hui, vous avez un livret ou je ne sais quoi dans n'importe quelle banque, la banque Bien fait sûr. défaut, il y a ce risque-là. Mais c'est toujours important en effet de le préciser. Nous, comment on sélectionne? Bah, il y a 2 choses. Bah, évidemment, on se base sur les notations des banques, OK. donc avec les différents, organismes de notation, essentiellement Fitch, S&P, Moody's, bon, bah, ceux qu'on connaît, les agences de notation classiques. Et il y a aussi, dans le cadre de l'assurance vie, en tout cas française, il y a un filtre naturel qui va être fait par les assureurs. Mmh. Chaque assureur va dire: «Bah, nous, on accepte tel émetteur». Généralement, on retrouve à peu près les mêmes et évidemment, comment ils sont choisis? C'est par la notation, par la sécurité, ça veut rien dire, mais en tout cas, par la qualité de la notation de l'émetteur, C'est ça, donc c'est pour ça qu'on va souvent retrouver des banques émettrices, de 1er de premier rang, plan et c'est françaises, américaines, exactement et c'est pour ça quand je disais, parmi quand on va interroger tous les émetteurs avec qui on travaille, c'est en fait tous ceux qui, en théorie, sont les mieux notés, et ceux qui sont référencés justement chez ces différents assureurs. Parce qu'aller travailler avec un émetteur avec qui finalement, bah, on ne pourra pas référencer chez tel ou tel assureur ou sur bien sûr. tel ou tel contrat, c'est pas utile et en plus de ça, ça peut évidemment apporter un risque supplémentaire au produit, ce qui n'est pas le but. Alors qu'avec un émetteur peut-être moins bien noté, tu aurais un produit, toutes choses égales par ailleurs, qui pourrait avoir des conditions, de rémunération Oui, et cetera, oui, qui seraient oui, plus intéressantes, mais enfin, c'est un produit qui apparaîtrait mmh, comme plus intéressant, mais ça, c'est en fait, c'est la discussion qu'on va avoir finalement bien qu'on va sûr. retrouver tout le temps. C'est qu'il y a pas de miracle, forcément. En fait, nous, on parle souvent de vase communicant. C'est que si à un moment donné, il y a plus de rendement sur un produit qu'un autre ou plus de protection sur un produit qu'un autre, il y a pas de miracle. C'est qu'il y a plus de risques à un certain niveau ou alors ça peut être le timing qui est différent et cetera. Mais globalement, il y a pas de miracle. Forcément, un émetteur qui va être moins bien noté, a priori, va pouvoir proposer sur le même typologie de produit, bah, peut-être un rendement qui va être plus intéressant ou plus de protection en capital, mais en contrepartie, il y aura ce risque de défaut qui sera peut-être plus important. OK. Alors justement, on parle d'un produit structuré, mais en fait, c'est pas vraiment un seul produit, un produit structuré. Est-ce que tu peux nous en dire, plus sur comment se construit un produit Comment on se construit? structuré? Alors pour faire simple, le produit structuré, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de structurer, comment on structure un produit finalement, ça va être, on va retrouver 2 éléments clés. Il va y avoir une composante obligataire, ça va être D'accord. essentiellement une obligation zéro coupon, c'est-à-dire une obligation qui ne va pas distribuer, des coupons en cours de vie, OK. qu'on va acheter, ce qui va se permettre de garantir tout ou partie du capital à maturité, encore une fois, sauf défaut de l'émetteur. Une obligation, juste zéro coupon. Tu peux préciser vraiment ce que ça concrètement, ce que ça va être, Alors, c'est une obligation, il y a 2 façons. Soit c'est une obligation qu'on achète à 100 et sur une maturité, j'en sais rien, j'ai une maturité 10 ans, bah, qui tous les ans va s'apprécier, qui va pas distribuer le coupon, mais qui va valoir, bah, en fonction des taux sur la maturité sur laquelle on place, va valoir peut-être 120, 130, j'en sais rien, je donne des exemples, à 10 ans. Et d'accord. comment va fonctionner pour construire le produit structuré? C'est qu'on va pas l'acheter à 100 pour que ça donne 130 dans 10 ans sur un produit 10 ans, mais au contraire, en fait, on va l'acheter à la valeur des cotés finalement. On va l'acheter par exemple à 70 aujourd'hui pour que ça donne 100 dans 10 ans, sur un D'accord. produit 10 ans. C'est comme ça qu'on va fonctionner. En fait, on va utiliser le cash, en fait, le nominal, le capital de l'investisseur. Par exemple, il va nous donner 100 euros. On va utiliser les 100 euros pour acheter une obligation zéro coupon
qui va valoir 100 dans 10 ans, si c'est un produit maturité 10 ans. Et OK, avec les 30 euros qui nous restent, c'est là qu'on va aller acheter la deuxième composante clé des produits structurés, c'est les options. Donc là, on va packager le produit, on va structurer le produit en allant acheter des calls, des puts en fonction de la structure qu'on veut faire. Et c'est ça vraiment qui va donner l'unicité et les caractéristiques du produit. et c'est quoi une option? Alors une option, c'est un outil, un instrument financier qui est utilisé, bah, justement pour se protéger, d'évolution, pour aller j'aime pas le terme «miser» parce que c'est pas des termes qu'on aime utiliser en finance, Bien parce qu'il y a sûr. cette notion, qu'on peut retrouver sur les paris, c'est pas du tout le cas en finance. Mais en tout cas, c'est des outils financiers qu'on va utiliser pour se hedger, pour se couvrir ou OK, pour aller, «jouer» entre guillemets, en tout cas, viser une augmentation du cours, une baisse, d'un cours d'un sous-jacent ou voilà, en fonction de la stratégie pour en tout cas pour aller établir une stratégie, voilà. Pour faire simple, OK, c'est des outils financiers qu'on va utiliser pour aller établir une stratégie financière sur des produits, sur différents sous-jacents. Quand on dit sous-jacent et c'est important de le rappeler, c'est en fait ce sur quoi le produit va être indexé, sur quoi il va être reposé. Ça peut être des actions, des indices, des taux, et cetera, et cetera. Donc le produit structuré, pour faire simple, ça va être une composante obligataire, une composante optionnelle. OK. Si par exemple, tu as un produit structuré qui, te rapporte, 8 par an, Mmh. c'est d'où vient ce 8? Comment est-ce que, un produit va distribuer, ce rendement? Justement, bah, ça va dépendre de plein de facteurs différents. D'accord. Parce qu'en fait, les produits structurés, en fait, quand je disais qu'il y a une infinité de produits possibles, c'est qu'il peut y Mmh. avoir des produits, entre guillemets, ou sur lesquels il va y avoir un rendement de 2-3%, d'autres où il va y avoir 5-6%, d'autres 8-10, on peut même aller jusqu'à 20, voire 40%. Ça va dépendre de plein de paramètres, différentes choses, des paramètres de marché à un instant T, l'émetteur évidemment, son niveau de risque, entre guillemets, c'est-à-dire son niveau de funding, son besoin de liquidité qu'il peut avoir à un instant T, sa notation évidemment, son appétit, sur telle ou telle, valeur à un instant T. Ça, c'est un premier élément, c'est les paramètres de marché. La volatilité évidemment, qui est un élément essentiel sur les produits structurés. OK. Mais aussi, ça va être surtout, bah, quel produit, quel type de produit on veut construire. Et pour ça va être justement quelle option, quel niveau de risque on va mettre, quelle protection du capital on va mettre. Est-ce qu'on va faire un produit capital garanti ou un produit avec une protection partielle en capital? Est-ce qu'on va mettre construire un produit qui va distribuer des coupons capitalisés? Les coupons, même si c'est pas vraiment le cas dans le cas des produits structurés, c'est pas une vraie capitalisation. Est-ce que c'est un produit, sur lesquels, on va pouvoir distribuer du rendement même en cas de baisse du sous-jacent? C'est tous ces paramètres-là qu'on va ajuster, qui vont faire, bah, derrière, en fait, on va solver une inconnue. En l'occurrence, si on doit solver le coupon, bah, c'est ça qui va faire en ayant combiné toutes ces options finalement pour construire le produit, c'est ça qui va nous dire: «Bon, bah, j'ai un produit qui va nous donner du 8%». Comment est-ce que c'est possible que, si tu prends par exemple un sous-jacent qui vaut 100 OK. au moment où c'est lancé le produit, ensuite 1 an après, on peut commencer à rappeler le produit et là ça vaut 102, et ben, on va quand même distribuer 108. Voilà, alors là, c'est important aussi de revenir là-dessus. Ça me permet de revenir sur un point clé sur les produits structurés. Sur tous les produits, il va y avoir des documents réglementaires qui vont récapituler tous les éléments clés du produit. Il va y avoir la term sheet, la brochure commerciale dans certains cas, le kit qui est le document d'information clé OK, et le marché cible. OK, Et en fait, si vous voulez, un produit structuré, finalement, c'est un contrat. Et d'où l'importance, en fait, de bien expliquer les produits. C'est qu'une fois que le produit a été bien expliqué, a été contractualisé, entre guillemets, la seule inconnue, ça va être l'évolution du sous-jacent. Sous-jacent, c'est ce sur quoi va reposer le produit. OK. Pour revenir à ta question, en fait, finalement, sous telle évolution finalement du sous-jacent, on va pouvoir aller chercher telle performance. Et dans la plupart des cas, c'est si le sous-jacent dans un an est supérieur ou égal à son niveau de départ, donc à 100%, l'investisseur va récupérer 100% de son capital plus un coupon de, par exemple, 8%. En l'occurrence, c'est le scénario que tu prends. Donc même si ça fait que plus 1, plus 0,5 ou plus 2, si le produit a été construit pour distribuer un rendement de 8% en cas de performance supérieure ou égale à 0 après un an, et ben le produit va distribuer ça. En contrepartie, si le sous-jacent, il fait pas plus 2%, mais plus 30 ou 40%, et ben la performance va être capée, le coupon va rester de 8%. Mais tout ça, l'avantage, c'est que c'est pas, si vous voulez, une surprise pour l'investisseur. L'investisseur connaît déjà en amont, dans la term sheet et dans l'explication qui a été fournie par son conseiller de gestion de patrimoine, exactement, il sait sous telle condition d'évolution du sous-jacent, il va toucher tel coupon. Ouais, donc ça, c'est quand même assez important. C'est que si jamais, ton sous-jacent, il est passé de 100 à 130 Oui, et que dans ta term sheet, dans tes conditions initiales de ton produit, on t'a dit que c'était 8 que tu pouvais faire, par an,
tu auras 8 et tu auras On pas aura 8. tu bénéficieras pas de la hausse globale, du Exactement, sous-jacent. exactement. OK. C'est voilà, c'est d'ailleurs, c'est comme ça que tu as démarré l'interview. C'est en se disant: «Le produit structuré, pour résumer, protection du capital, cap de la performance». OK. Pas le cas sur tous les produits, mais là, typiquement, bah, c'est ce qu'on va retrouver. Globalement, c'est plutôt C'est ça. quand on contrepartie des protections, des mécanismes qu'on va ajouter au produit, bah, il y aura, dans certains cas, bah, au lieu de gagner, de prendre l'évolution réelle de l'indice ou de l'action, et bah, la performance de l'investisseur va être capée par les mécanismes du produit structuré. Et qui va payer ces 8? C'est la banque émettrice, c'est les options qui ont été prises, en compte, au moment de la construction du produit? Exactement. Qui va donner cet argent? Alors là, pareil, ça me permet de répondre aussi à une idée reçue. Mmh. Quand on achète un produit structuré, quand on souscrit un produit structuré, c'est pas un pari de l'investisseur contre la banque ou de l'investisseur contre le CGP ou contre le broker, et cetera. C'est souvent ce que pensent C'est les souvent ce que clients pensent. au démarrage quand ils Ils se reçoivent, disent que s'ils perdent, c'est que quelqu'un gagne, et exactement. et C'est Voilà. pas le cas du tout. En fait, encore une fois, on revient finalement à la construction même du produit. La term sheet, comment il est construit au moment où, en fait, le produit a été construit, contractualisé dans une term sheet, l'émetteur, le trading, de la banque a construit le produit, a déjà acheté les obligations, les options, il s'est hedgé, il s'est couvert sur l'éventuel de risque de hausse, de baisse du sous-jacent, et qu'en cours de vie, le sous-jacent, il est baissé ou il est monté, entre guillemets, ça lui change rien du tout. Il va pas gagner plus ou moins d'argent. Ça a déjà été construit pour justement permettre d'aller chercher, sous condition, bah, ce rendement de 8 par exemple. Ça a dé C'est l'achat, la combinaison, d'achat et de vente d'options qui a été faite au moment de la structuration Mmh. par le trading, qui reflète en fait ce qui est contractualisé dans la term sheet, bah, c'est ça qui va permettre de donner le rendement sous certaines conditions. D'accord. Et alors, si on rentre un peu plus dans le détail maintenant, on a parlé un petit peu, on a survolé les produits à capital garanti. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce type de produit et aussi les écueils qu'il peut y avoir sur ce type de produit, dit à capital garanti? Premier élément, mais qu'on a rappelé, mais qui est important de rappeler quand on dit produit capital garanti, c'est sauf défaut de l'émetteur. Donc là, ce qui va être important, c'est aussi pareil, évidemment, de choisir un émetteur bien noté. Qui Mmh. dit bien noté, dit en théorie moins de risques de défaut et donc de perte en capital. OK, Premier élément important sur les produits capital garanti. OK, Deuxième chose, comme sur tous les produits, très important de le rappeler, la garantie du capital, elle est à maturité. OK. Donc on fait un produit capital garanti par exemple sur 10 ans. Hors défaut de l'émetteur, le capital est garanti à 10 ans. En cours de vie, si l'investisseur souhaite sortir, parce qu'il y a toujours cette liquidité, d'ailleurs qui est imposée la plupart du temps qui est devenue naturelle, mais qui est imposée d'ailleurs par les assureurs. Il y a une liquidité quotidienne sur les produits structurés qui permet à l'investisseur de sortir finalement à la valeur liquidative tous les jours. D'accord. Mais là, même sur un produit capital garanti, à maturité, il peut y avoir en cours de vie une valeur liquidative, une VL, qui est négative. Ça, c'est une des premières choses, un des premiers éléments à avoir en tête. Je pense que sur les choses à avoir en tête sur le capital garanti, c'est que la plupart du temps, c'est sur des maturités qui sont quand même assez longues. Donc, Mmh. c'est toujours pareil, il faut avoir, si on compare à du fonds euro ou à des livrets, etc., qui sont sur des maturités beaucoup plus, enfin, où il y a une liquidité finalement Immédiate. quotidienne, immédiate, bah, les structurés, même à capital garanti, il faut avoir en tête que si on a besoin de l'argent, on pense avoir besoin de l'argent dans les 3 à 6 mois, même si c'est du produit capital garanti, ça risque de mal se passer. Et Mmh. moi, c'est ce que je dis toujours à mes partenaires CGP, c'est dire: «Attention, la première question qu'il faut poser à vos clients, à votre client final, c'est l'horizon d'investissement». Le produit structuré, qui sont généralement sur des maturités entre 5 et 10 12 ans, il va pas être adapté à quelqu'un qui peut avoir besoin des liquidités. Ça Mmh. peut que mal se passer Bien sûr. si l'investisseur risque d'avoir besoin des fonds rapidement, il va être obligé de vendre, hors mécanisme de remboursement anticipé classique. Il va devoir vendre à la VL, pas forcément au meilleur moment, et là, il risque de perdre de l'argent, même sur un produit à capital garanti à maturité. OK. Donc ça, c'est assez important parce que en règle générale, la durée de vie des produits structurés, si on prend toute la moyenne, c'est moins de 2 ans, à peu près? Dans des bons scénarios de marché, sur les dernières années où ça s'est bien passé, oui, c'est vrai qu'il y a des remboursements, anticipés qui se font entre 2 et 3 4 ans. Mmh. Pour autant, encore une fois, ça dépend du sous-jacent. Sur des C'est ça. sous-jacents, ça peut être beaucoup plus long. En moyenne, ça va être ça. Après, ça dépend de comment est construit le produit, quel type de si c'est un produit avec des mécanismes de remboursement anticipés ou pas. Ce qui est sûr, et c'est ce que je dis toujours,
préfère être toujours trop prudent. Quand bien même il y a, cette, moyenne historique qu'il peut y avoir de 2, 3, 4, 5 ans, peu importe. Si le produit est sur une maturité de 12 ans, de 10 ou 12 ans, il faut que le client soit prêt à être investi pendant ces 10 12 ans. C'est quand même mieux. Alors c'est pour ça que je t'en parle parce que c'est vrai que souvent, nous, quand on échange avec, nos clients qui connaissent déjà les produits structurés, on voit qu'ils ont eu, des informations qui n'étaient pas forcément toujours exactes et qui se réfèrent pas suffisamment à cette fameuse term sheet Mmh. où, bah, en fait, tu as une durée minimum de ton produit. Ça peut être, généralement Généralement 1 an en 1 an, assurance, 1 oui. an et demi, mais ça peut être maximum, en effet, 10, 12 ans et les clients n'ont pas forcément conscience que ça peut aller jusque-là. C'est souvent rappelé avant, mais on peut aller jusque-là. Exactement, et pour moi, ça fait partie de la pédagogie qu'on doit tous avoir, hein, Mmh, nous brokers, vous CGP, avec le client final. C'est pas parce que on dit souvent les performances passées, après j'ai pas de performance, mais c'est d'autant plus vrai sur le produit structuré. C'est pas bien parce sûr, que habituellement même un investisseur qui a ses produits rappelés tous les ans, peut-être qu'il a pris l'habitude que les produits soient rappelés tous les exactement. ans. Pour autant, le produit, il peut durer jusqu'à la maturité. Il faut avoir toujours ça en tête pour pas que ça se passe mal à un moment donné, avoir une mauvaise surprise. C'est toujours ça parce que finalement, ça revient un peu sur ce qu'on s'est dit, c'est que normalement, sur le produit structuré, la seule surprise qu'il peut y avoir, bon, défaut de l'émetteur évidemment, et évolution du sous-jacent. Sinon, tout ça, sinon, le produit structuré, qui est contractualisé, on sait exactement, sous telles conditions d'évolution du sous-jacent, comment ça se passe. OK. Mais à partir du moment où on connaît tous les éléments, normalement, on n'a pas trop de surprises. Et tu peux avoir un produit à capital garanti qui, dans un scénario, peut mal se passer. C'est-à-dire que tu peux avoir un produit structuré capital garanti qui, pendant 10 ans, par exemple, ne t'aura pas donné de rendement et à maturité, te donnera pas de rendement. Oui, bah, capital garanti, ça veut pas dire coupon garanti. Donc il peut y avoir des produits à capital garanti sur lequel, bah, finalement, on aura attendu, 10 ou 12 ans la maturité du produit. On va récupérer juste le capital, OK. ce qui fait pas intérêt exceptionnel. Alors ça, un moyen d'éviter ça, c'est aussi de mettre certaines, conditions additionnelles qui vont, avoir, un coût. Mais par exemple, de mettre en mémoire les coupons. C'est-à-dire que quand tu as un scénario qui se réalise pas pendant une certaine durée, c'est pas parce que le scénario s'est pas réalisé que tes coupons sont perdus ad vitam aeternam. Ça, tu constates, ce besoin, justement de En mettre ce type effet, de protection? l'effet mémoire, c'est sûr que c'est un des éléments clés des produits structurés. Mmh. On va rappeler ce que c'est l'effet des mémoires. Pour parler de l'effet mémoire, je pense qu'il faut distinguer déjà les 2 typologies de produits structurés qu'on a. Il va y avoir les Athéna d'un côté. Les Athéna, c'est quoi? C'est les produits structurés pendant lesquels, en fait, pendant la durée de vie du produit, tant que le produit n'a pas été remboursé, donc il n'a pas été à maturité, l'investisseur va pas toucher, va pas percevoir de rendement. Il y aura pas de coupons qui vont être distribués en cours de vie, D'accord. et en fait, il va percevoir le rendement uniquement au remboursement ou à maturité. OK. Donc ça, finalement, dans ce cadre-là des Athéna, l'effet mémoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand le produit va être remboursé ou qu'il va être arrivé à maturité, l'investisseur va toucher le coupon annuel, le tout donc si c'est du 8% par an, 8%, au prorata du temps écoulé. C'est ça que ça veut dire l'effet mémoire, c'est d'avoir OK. le coupon au prorata du temps écoulé. Donc c'est si au bout d'un an, il aura 8%, au bout de 2 ans, il aura 16%, Ouais, bien sûr. et cetera, et cetera. Et deuxième grande famille des produits structurés, les Phénix. Les Phénix, c'est quoi? C'est des produits qui vont distribuer sous condition des coupons, donc du rendement, même en cours de vie, avant que le produit soit remboursé. OK. Et c'est là que l'effet mémoire est encore moins entre guillemets, «obligatoire», où c'est un vrai plus. C'est que finalement, sur cette typologie de produit, bah, on peut avoir quand on met un effet mémoire, ça va être quoi l'effet mémoire? C'est que si à une date d'observation qui peut être, à une fréquence d'observation qui peut être trimestrielle ou annuelle ou semestrielle, la condition pour percevoir le coupon n'est pas remplie, le coupon il sera pas perdu. Et dans quel cas il va être récupéré? Et c'est justement grâce à la mémoire, en fait, à la mémoire, en fait, le coupon il va pas être perdu, il va être mémorisé. C'est s'il y a une date de constatation future, ça peut être la prochaine, mais ça peut être, dans 2, 3 ans, peu importe, tant qu'on reste dans la durée de vie du produit. On remplit à nouveau la condition d'obtention du rendement. Donc généralement, c'est si on passe au-dessus d'un seuil, si le Mmh. sous-jacent passe au-dessus d'un certain niveau de seuil, et ben, on va toucher le coupon qui nous est dû sur la période, plus ceux qu'on a loupés éventuellement précédemment. OK. Donc c'est là où évidemment, bah, la notion d'effet mémoire, elle va être très importante. Pour reprendre l'exemple des produits capital garanti où on ne touche pas de rendement à la fin, bah, l'effet mémoire, ça ne va pas garantir d'avoir du rendement. Si pendant toute la durée de vie, on est en dessous, bon, bah, Mmh. on n'aura pas. Mais ça va en tout cas nous donner plus de chances d'avoir du rendement et de ne pas sortir juste avec 100%. Ça, c'est une certitude. Alors, il y a un type de produit à capital garanti qui rencontre beaucoup de succès, auprès de nos clients. C'est un produit à capital garanti où tu as un rendement contractuellement garanti également. C'est ce qu'on appelle les notes taux fixes. Oui, note Est-ce que tu fixe. peux nous expliquer ce que c'est? Parce que c'est vrai que là, pour le coup,
on a quand même le sentiment que ça coche beaucoup de cases pour les clients qui veulent avoir de la protection et du rendement. Alors les notes fixes, typiquement, c'est le genre de produit, on va dire, les plus faciles, en tout cas sur la partie produits structurés. Il faut rappeler que les produits structurés, c'est des produits qui sont catégorisés de manière générale complexes. Mmh. Les notes fixes, c'est les produits, on va dire, les plus simples à expliquer. OK. Pourquoi? C'est un produit qui est capital garanti à maturité, donc sauf défaut de l'émetteur. Et note fixe, on a aussi le coupon qui est garanti. Il peut y avoir des notes fixes où le coupon il va être distribué tous les trimestres ou Mmh. tous les ans ou en tout cas qui va être distribué en cours de vie. Et il peut y avoir des notes fixes où le coupon, il va être stocké finalement et versé uniquement au remboursement ou à maturité. Au remboursement, il y a différentes formules, ça peut être au gré de l'émetteur, ça peut être sous certaines Au conditions. gré de l'émetteur, c'est Au quoi? gré de l'émetteur, c'est lorsque, à une date de constatation, qui peut être encore une fois semestrielle, annuelle, trimestrielle, l'émetteur va décider de rembourser le produit par anticipation. Et là, à ce moment-là, bah, il va rembourser le capital, donc 100% du capital, plus les coupons. Donc si c'est une note fixe à 5%, in fine, donc avec les coupons versés au remboursement de maturité, il va rembourser 100% plus 5% fois le nombre d'années écoulées. OK. Et donc là, c'est quand c'est au gré de l'émetteur, en fait, il y a pas de sous-jacent à suivre où on se dit: «Bon, bah, si ça passe en dessous un seuil ou au-dessus d'un seuil, mon produit, il va être rappelé». Pour la condition de remboursement, il n'y a pas de Voilà. sous-jacent à suivre. Donc si tu fais une C'est note que taux fixe, par exemple, sur 10 ans, oui. potentiellement, ton produit va durer pendant 10 ans et toi, Bah, tu vas voilà, toucher c'est ton c'est c'est rendement. typiquement quand on parlait des écueils qu'il pouvait y avoir, des mises en garde qu'il pouvait y avoir sur les produits capital garanti, bah, sur une note taux fixe, à 5% par exemple sur 10 ans, Mmh. bon, bah, très bien, super produit, on a le capital garanti à maturité sauf défaut de l'émetteur, le coupon qui est garanti, mais il faut être prêt à pouvoir potentiellement rester 10 ans investi. OK. Le client qui a besoin, il se dit: «Bah, je veux faire du capital garanti», mais qui peut avoir besoin des fonds rapidement, bah, ce ne sera pas un produit qui sera fait pour lui. OK. Le niveau de rendement que tu peux avoir sur une note taux fixe, généralement, tu constates, c'est Alors quoi la fourchette forcément, que tu as à peu près? l'élément clé, va y avoir 2 choses évidemment, donc toujours le niveau de notation de l'émetteur, même si encore une fois on travaille avec ceux qui sont les mieux notés et surtout l'évolution des taux. Plus les taux sont élevés, plus ça va nous permettre d'aller chercher des notes taux fixes avec un rendement élevé. D'accord. Typiquement, on a fait enfin, il va y avoir 2 choses, les taux et la volatilité et un autre élément qui va être le besoin de f le niveau de funding, donc le besoin de liquidité à un instant T d'un émetteur. OK. Typiquement, c'était en février 2024, il me semble, on avait lancé des taux fixes à 6%. OK. D'ailleurs, qui ont été remboursés dès la première année par l'émetteur puisque les besoins de liquidité étaient baissés, les taux avaient baissé, enfin tous les éléments étaient réunis pour que l'émetteur ait envie de rembourser par anticipation, le produit. Aujourd'hui, dans les conditions de taux actuelles, on serait plutôt autour des encore une fois, ça va dépendre des niveaux d'émetteurs, mais globalement, plutôt autour des 5% sur une note fixe in fine à 12 ans. Mmh. Après, bah, voilà, typiquement, c'est une question qui revient souvent. Si on veut faire, quelqu'un qui a besoin d'une maturité plus courte à 5, 6, 7, 8 ans, ça va pas du tout être les mêmes taux. Bien On sûr. va être sur des taux beaucoup plus faibles. Il faut avoir en tête que généralement, c'est justement la maturité, la durée maximale finalement sur un produit structuré, bah, qui permet d'aller chercher le rendement. OK. Pourquoi? Quand on repense à comment est construit le produit, la composante obligataire, bah, plus on a une maturité qui est longue, moins on va acheter cher en fait finalement l'obligation au zéro coupon, plus il va nous rester d'argent à investir dans la stratégie optionnelle. OK. J'ai même vu que tu pouvais aussi avoir des notes taux fixes où, par exemple, on te garantissait un rendement sur les 2 premières années Ouais. à 8%, et après le rendement diminuait en fonction de certains paramètres, mais que tu allais rester, sur du, 5-6%, sur ta note taux fixe, quoi. Oui, bah, Mais tu peux quand même aller chercher des rendements qui sont assez élevés, alors que ton capital est garanti, que tu, vas avoir une garantie aussi sur tes premiers rendements et cetera. Donc tu as quand même un environnement qui est juste contraint par, l'inconnu du rappel, oui. mais à part ça, tu as quand même beaucoup d'avantages, quoi. Oui, alors, il y a 2 choses. Déjà, il y a en effet cette notion-là, on peut mettre au départ sur des produits avec des notes fixes, on peut mettre des coupons qui sont garantis. Par exemple, les 2 premiers coupons, garantis, enfin à tel niveau et ensuite des coupons qui vont aller en diminuant. Après, il faut se méfier. Quand on se rappelle de comment est construit le produit, avec un rappel au gré de l'émetteur, donc l'émetteur qui choisit finalement quand il rembourse le produit. Bah, si, par exemple, on fait une note taux fixe où au départ on a 8% l'année 1 et ensuite 7, 6, 5, 4, 3, bah, forcément si on réfléchit côté émetteur, est-ce que l'émetteur a intérêt à rembourser le produit rapidement? Mmh.
Non. Mmh. Donc il faut se méfier aussi là du côté aussi et c'est notre rôle aussi à nous et à nous brokers ou CGP. Le but c'est pas de vendre du rêve, de vendre un coupon qui sera pas réalisable. Mmh. Typiquement, pourquoi je dis vendre du rêve là-dedans? C'est qu'une note d'office comme ça, bah, est-ce que l'émetteur va avoir intérêt à rembourser tout de suite? Non. Le client final, il peut se dire: «Ah super, j'ai 8 là au départ» et en fait, il aura 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Au final, finalement, le rendement sera peut-être que 3, 4. Il vaut mieux faire une note taux fixe à 5 avec un taux fixe au départ. OK. Donc il faut se méfier faut pas c'est toujours pareil. Moi, je dis sur les produits structurés, il faut pas regarder la promesse de coupon, il faut regarder le coupon certes, mais tous les ingrédients qui sont faits pour avoir le maximum de chances de l'avoir. OK. Donc ça, c'était sur la partie, produits structurés capital garanti. Maintenant, il y a une autre grande famille, très importante, c'est les, produits structurés avec des sous-jacents qui vont plutôt être des sous-jacents actions ou indices. Indice. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment, ça va être structuré? Peut-être prendre un exemple concret, d'un produit structuré comme ça? Exactement, donc on va retrouver donc il y a les produits capital garanti qui sont généralement des produits taux, enfin qui sont indexés sur les taux, que ce soit le CMS, l'OAT, le Ribor et cetera ou avec pas de finalement de sous-jacent, comme sur les notes taux fixes, on en a parlé. Mmh. Qu'on voit finalement, beaucoup plus ces dernières années. Pourquoi? Parce que les taux sont remontés et les conditions de taux nous le permettent. Mais historiquement, quand les taux étaient dans les négatifs ou très bas, finalement, on lançait très peu de produits, capital garanti et c'était essentiellement des produits qu'on appelait avec des protections partielles en capital. C'est quoi ces produits-là? Si on veut prendre, encore une fois, une infinité de produits possibles, mais si on veut prendre le produit vraiment classique, Ouais, pour qu'on ça va comprenne être vraiment bien comment ça fonctionne. très simple. On prend par exemple sous-jacent. Sous-jacent, ça peut être un indice, un panier d'actions, une action. On prend très simple, sous-jacent, l'action BNP Paribas. OK. Un produit structuré tout classique, ça va être quoi? Ça va être, maturité, 5 ans, par exemple. On lance le produit, aujourd'hui, on est le 29 avril, Mmh. 29 avril 2026. On lance le produit aujourd'hui. On regarde le niveau de l'action BNP aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans un an. Dans un an, si le niveau de l'action BNP est supérieur ou égal à son niveau de départ, donc aux 90 €, et que ça soit 90,5, 92, 100, 200, peu importe, ça revient un peu à ce qu'on se disait là. Le produit va être remboursé par anticipation de manière automatique et l'investisseur va récupérer 100 de son capital, plus un coupon qui a été défini en amont de, par exemple, 8. D'accord. Si en revanche, l'action clôture en dessous de son niveau initial, de son niveau de référence, qu'on a constaté aujourd'hui, le produit va continuer et on va aller regarder, par exemple, tous les trimestres, le niveau de l'action. Au trimestre 5, donc au T5, est-ce qu'on est supérieur ou égal à 100? Si oui, le produit se termine, on récupère 100 du capital. Plus, bah, si c'était 8 par an, on a 8 par an au prorata du temps écoulé, donc plus un trimestre, donc ça fait du 10. Sinon, le coupon est mis en mémoire, on va au trimestre d'après. T6 pareil, et cetera, jusqu'à ce qu'on repasse au niveau au-dessus du niveau initial et le produit va s'arrêter à ce moment-là. Sinon, à chaque fois, on prolonge d'un trimestre. Jusqu'à quand? Jusqu'à éventuellement arriver à maturité. Donc si c'est une maturité 5 ans, on arrive à 5 ans. À 5 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on va regarder les mécanismes de protection du capital. Généralement, on va retrouver des niveaux de protection jusqu'à une baisse de l'action jusqu'à -40 ou -50 par rapport au niveau de départ. Concrètement, c'est quoi? C'est que si on arrive à maturité, donc ça veut dire si à chaque date de constatation, par exemple trimestrielle, on était en dessous du niveau de référence, on arrive à maturité. Et là, on va regarder encore le niveau de l'action. On se dit: «Est-ce qu'elle a baissé de plus de 40 ou 50 par rapport au niveau de départ?» Mmh. Si c'est pas le cas, l'investisseur récupère 100 de son capital, évidemment, sauf défaut de l'émetteur. En revanche, si on est en dessous de la protection du capital, si c'était une protection à -40, si l'action clôture à -41, l'investisseur va perdre 41. Si OK. c'est -50, il va perdre 50 et cetera, et cetera. Donc ça, c'est le cas de base. C'est vraiment le produit classique. Et donc, quel est l'intérêt d'un investisseur d'aller sur un produit structuré comme celui-là, plutôt que d'acheter directement l'action BNP Paribas? Et c'est la vraie question qu'il faut se poser. C'est là où, en fait, finalement, on se dit: «Est-ce que on a un investisseur à qui ça peut correspondre d'aller sur les produits structurés ou pas?» L'élément clé, ça va être quoi? Il va y avoir 2 choses. C'est un, j'ai envie de dire que sur un produit structuré, il y a un peu moins la notion de, il faut acheter exactement au bon moment, revendre exactement au bon moment. Bah, déjà pour la revente, alors on a la possibilité de sortir quotidiennement à la valeur liquidative, mais il y a de toute façon, j'ai envie de dire, c'est pas le but normalement quand on fait un produit structuré, c'est plutôt de laisser les mécanismes de remboursement anticipé s'exercer. OK. Donc ça, c'est la première chose.
Et la deuxième chose qui va être clé, c'est quand on achète en direct une action, par exemple, il faut vraiment rentrer au bon moment, sortir au bon moment. L'action, elle fait +10, bon, bah, très bien, on a gagné 10. L'action, elle fait -20, on a perdu 20. Sur le produit structuré, ça va être une philosophie qui va être un petit peu différente. Typiquement, avec l'effet mémoire dont on a parlé, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on achète une action qui vaut 100. Dans un an, elle vaut 101. Sur le produit structuré, bah, on a gagné peut-être le coupon de 8. Si on a acheté l'action, on a gagné 1%, plus éventuellement le dividende qui a été payé par l'action. Mmh. Il y a un exemple qui illustre vraiment, je pense, le cas où le produit structuré va être plus intéressant. Enfin, deux scénarios. Il y a le scénario évidemment en forte baisse. Bon, bah, la protection du capital va nous sauver. Si on arrive à maturité et que ça a fait -39 sur le produit structuré, on récupère le capital. Alors que si on a acheté en direct, bah, on a perdu 39. Et l'autre scénario important, on prend un exemple où donc on est toujours à 100 à l'instant T, à année 0. Forte baisse du marché pendant 3 4 ans. Pendant 4 ans, par exemple. Il faut 4 ans pour que l'action remonte à son niveau initial. Mmh. Si on a acheté l'action en direct, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien gagné, rien perdu, éventuellement les dividendes. On s'est fait quelques cheveux blancs. On a perdu du temps. Sur les produits structurés, l'avantage, c'est qu'on va en fait, le temps va être un petit peu notre allié. Pourquoi? Grâce justement à l'effet mémoire. Quand le produit va être remboursé, donc au bout de 4 ans, où finalement l'action, elle aura juste fait plus 0%, 0 ou 1%, et ben, on va récupérer 4 coupons annualisés. Donc si c'était un coupon de 8%, on va récupérer 32. Et c'est là finalement le vrai plus des produits structurés. Ça va être pas forcément dans des marchés qui vont être très haussiers. Mmh. Si on est sur une conviction forte, on est certain que l'action va monter, bon, bah, autant acheter l'action en direct. OK. Si en revanche on a une incertitude, où finalement on ne connaît pas, suffisamment ce qui est le cas, hein, de beaucoup d'investisseurs, hein, qui ne sont pas forcément des experts des marchés financiers, et bah, peut-être que le produit structuré va être un peu plus adapté. Pourquoi? Parce qu'il y aura les mécanismes de protection du capital et cette notion d'effet mémoire qui permet, bah, de se protéger d'un marché en cloche, d'un marché en U finalement avec une forte baisse au départ. Bah, dès qu'on va remonter, et bah, on va avoir un coupon qui va être proportionnel au temps passé. On n'aura pas entre guillemets «perdu de temps» grâce à ça. OK. Donc ça, c'est quand même en effet un point qui est très important. Tu sors au bout de 3 ans, on te promettait, 8. Tu vas prendre 24 de Ouais, performance, alors que ton action, peut-être qu'elle a été, perdante au démarrage et elle a fini juste à 101 par rapport à 100 exactement. de son point initial. Donc ça, hyper important, tu as raison de le souligner. Il y a une autre notion qui est importante, c'est une dégressivité de la barrière de rappel. Ça, c'est une option qu'on peut avoir dans un produit structuré. C'est de dire, bah, même si mon action au démarrage, elle était à 100, je vais pas forcément attendre qu'elle soit au-dessus de 100 pour toucher mes 8 si on reste toujours sur ces 8. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Exactement ça? et j'allais y venir et de manière générale, en fait, c'est tous les mécanismes qui sont propres aux produits structurés, qu'on peut pas avoir en achetant directement l'action, qui vont rendre le produit structuré, dans certains cas, plus attractif, en tout cas plus adapté que d'acheter l'action en direct. Typiquement, la dégressivité, c'est quoi? C'est qu'on a pris l'exemple classique où en fait, l'action vaut 100 au départ, le sous-jacent vaut 100. On regarde dans un an si c'est supérieur ou égal au niveau de départ pour être remboursé. Mmh. Et ensuite, si c'est pas le cas, tous les trimestres suivants, par exemple. La dégressivité, c'est quoi? Ça va être de se dire, dans un an, il faut être supérieur ou égal à 100 pour être remboursé. Mais si c'est pas le cas, le trimestre d'après, il faut pas être supérieur ou égal à 100, mais peut-être supérieur ou égal à 99, puis 98, puis 97. Et ça, c'est ce qu'on appelle une barrière de dégressivité. La barrière de dégressivité, c'est quoi? Ça va être qu'en fait, chaque période après un an, on va baisser le niveau nécessaire en pourcentage finalement du sous-jacent par rapport au niveau de départ, la condition pour pouvoir permettre au produit d'être remboursé. Et bah, typiquement, ça va pour nous permettre d'être remboursé, donc que le produit soit remboursé donc avec les coupons, même en cas de marché baissier. Et D'accord. ça, c'est typiquement un exemple où, bah, quand on achète une action, si le marché a baissé, on a perdu. Sur le produit structuré finalement, même en cas de marché baissier, grâce par exemple à ce mécanisme-là de dégressivité, et ben, on va pouvoir aller chercher du rendement même dans un scénario où le marché est baissier. OK. Et c'est là où le structuré prend tout son sens. Souvent et beaucoup plus, depuis, 2020, on a eu le covid, on a eu, l'instabilité politique, Mmh. les guerres et cetera et cetera. Donc globalement, des marchés qui sont incertains, c'est là où je pense que le produit structuré, prend tout son sens et est le plus adapté. Donc Parce on que pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, grâce aux différents mécanismes du produit structuré, aller chercher du rendement, même en cas de marché baissier, par exemple. donc en fait, c'est ça, c'est que encore une fois, sur un marché très haussier, tu vas faire moins de performance avec ton produit structuré. Oui, Par contre, sur un marché qui est légèrement haussier, qui est flat,
ou légèrement, baissier, voire, potentiellement assez baissier, parce que parfois tu peux avoir un seuil de remboursement, dégressif qui fait Jusqu'à qu'à 1,50 voilà, peut-être c'est même. ça, exactement, ouais. Donc, dans ce cadre-là, tu vas être très gagnant par rapport à avoir acheté, l'action en direct. Oui, un autre, mécanisme qu'on utilise beaucoup en ce moment, aujourd'hui, il y a de l'incertitude, on le sait avec tout ce qui se passe, notamment avec la guerre au Moyen-Orient et cetera, qui s'appelle le mécanisme de best strike. Le mécanisme de best strike, c'est un mécanisme qui est spécifique propre aux produits structurés, qui va permettre d'optimiser le point d'entrée. Le point d'entrée, on voit que c'est un élément clé finalement sur les produits structurés, c'est le niveau de référence. Le niveau de référence qui va servir de référence pendant toute la durée de vie du produit. C'est à ça qu'on va comparer finalement la performance du sous-jacent. Quand on est à 100 à l'instant T et qu'il faut qu'on soit supérieur ou égal à 100 après un an, ce 100 là, c'est le niveau de référence. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le strike, c'est Le ça? best strike, le mécanisme de best strike, c'est quoi? C'est qu'on va se dire en fait, au lieu de prendre une seule date comme niveau de référence, par exemple aujourd'hui, je vais prendre, et ça c'est encore une fois, c'est défini en amont dans la term sheet. Je vais prendre une date aujourd'hui, par exemple, une date dans 3 mois. Aujourd'hui, fin avril, et on va dire, par exemple, fin juillet, et on va retenir comme niveau de référence, on va regarder à ces 2 dates le niveau du sous-jacent, par exemple, le niveau de l'action BNP. On regarde aujourd'hui, on regarde dans 3 mois, et on va retenir comme niveau de référence le niveau le plus bas à ces 2 dates-là. D'accord. Exemple simple, si aujourd'hui ça vaut 100, dans 3 mois ça vaut 130, comme niveau de référence, on va retenir le premier niveau, 100. Et ce qui veut dire qu'on va déjà démarrer avec un petit matelas de sécurité de 30 par rapport au niveau de remboursement. OK. À l'inverse, si le marché a fortement baissé, on est à 100 aujourd'hui, ça vaut 70 dans 3 mois. Bon, on rentre à 70. Et ça, c'est typiquement, je pense pas qu'il y ait d'autres classes d'actifs qui permettent cette optimisation du point d'entrée. Et je disais, quand on investit en direct sur une action, il faut vraiment rentrer au bon moment. Mmh. Là, entre guillemets, c'est un joker qu'offre le produit structuré qui fait partie rentre dans la structuration, hein. En contrepartie, Bien sûr. c'est pas un miracle, ça a un coût sur la structuration, donc ça va peut-être, diminuer légèrement, le coupon sur un produit identique sur lequel on n'aura pas rajouté ce mécanisme de best strike. Mais en tout cas, c'est une vraie option qui va permettre d'optimiser ses chances de remboursement anticipé, ses chances de réellement percevoir le coupon. Quand je disais, le but c'est pas de vendre une promesse de gain, mais de vendre d'optimiser les chances, d'avoir le maximum de chances de toucher réellement le gain, typiquement, ce genre de mécanisme, que ce soit la dégressivité ou le best strike, c'est un vrai atout pour les produits structurés. C'est ce qui va permettre d'avoir le maximum de chances de sortir du produit avec un rendement. OK. Alors, il y a un point qui est assez important, c'est que quand tu achètes ton action BNP Paribas, Oui, tu vas toucher un dividende oui, de cette action. Et donc là, il y a une notion en produit structuré qui est la notion de décrément. Est-ce que oui. tu peux nous en parler? Parce que c'est une notion qui est souvent mal comprise et qui est assez décriée dans les produits structurés. Alors, c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles il doit y avoir plus de pédagogie, je pense, hein, de notre part, de la part des CGP, et cetera. On voit beaucoup de produits aujourd'hui, sur lesquels il y a soit des indices à décrément, soit même des actions à décrément. Le décrément, ça va être quoi? Globalement, il faut penser à un décrément comme étant un dividende. Donc un D'accord? dividende, c'est un prélèvement forfaitaire qu'il va y avoir sur une valeur. De manière générale, petit rappel, hein, sur les produits structurés, il faut savoir que, typiquement, on prend l'exemple de l'action BNP. Quand on a le produit structuré, on ne détient pas l'action en direct et donc on ne touche pas, on n'est pas actionnaire de la société, on ne va pas percevoir le niveau de dividende. OK. Et d'ailleurs, c'est justement le fait de ne pas percevoir ces dividendes-là, c'est ça qui va être investi d'une certaine façon dans l'achat et la vente d'options et qui va permettre de créer le produit structuré. La notion de décrément, ça va être quoi? Il va y avoir deux types de décrément. Les décréments sur action, ce qu'on appelle les actions à décrément ou actions à dividende fixe, ou les indices à décrément. Est-ce que tu souhaites qu'on développe déjà Bah, déjà, l'un ou l'autre? reprenons notre exemple de BNP. Alors, sur BNP, Ouais, on fait un produit sur l'action BNP, simple, on va pas toucher le dividende. Donc, quand l'action va distribuer son dividende, elle va passer de 100 à 95 euros. Sur le produit structuré, le niveau du sous-jacent, donc de l'action, va baisser. Pour autant, l'investisseur dans le produit structuré, il va pas percevoir le dividende. À l'inverse, celui qui a acheté en direct l'action, il va récupérer ses 3 ou 4 euros de dividende OK. sur l'action. Ça, c'est une première chose. Après, on fait des produits sur action avec dividende fixe. Ça, c'est une autre chose. Action avec décrément. Comment ça fonctionne ces produits-là? Comment ils sont construits? C'est qu'en fait, on se dit, l'action BNP, tous les ans, en fonction des résultats, en fonction des décisions qui sont prises dans les conseils d'administration, qui sont validées, etc., etc.,
il va y avoir un dividende qui va être approuvé, Mmh. qui va être validé, qui va être distribué, qui peut changer tous les ans, qui peut même être à couper, qui peut être augmenté, qui peut être réduit. Sur les produits qu'on va créer avec action avec dividende fixe, qu'est-ce que c'est? Finalement, ça va être le sous-jacent, ça va être quoi? Ça va être l'action, ça va répliquer les performances de l'action BNP, mais pour éliminer finalement cette incertitude de niveau de dividende, on va venir prélever généralement quotidiennement, mais de manière on va prélever une base annuelle, généralement quotidiennement, une base fixe d'un dividende qu'on aura défini à l'avance. Typiquement sur BNP, on peut se dire on va faire une action avec dividende fixe, BNP avec un dividende fixe de 4 €. Ça D'accord. va être quoi? Donc le sous-jacent, il va répliquer les performances, donc les hausses et les baisses de l'action BNP. Sauf que, au moment où BNP va détacher son dividende, va distribuer son dividende, qui peut évoluer, on va venir réintégrer ce dividende réel dans la valeur de notre sous-jacent pour recalculer notre sous-jacent et à la place, on va prélever à chaque fois le même montant. Donc si tu as un decrement à 4%, que Oui, tu as une action qui vaut 100, oui, ça veut dire qu'en fait, tu vas retomber à 96 entre guillemets, exactement. mais si le dividende qui a été versé par BNP est de 4%, en fait, c'est un jeu à somme nulle. Exactement, il y aura pas d'impact et c'est pour ça que tu fais bien de le préciser. Il y a 2 typologies de ce qu'on appelle de decrement. Il va y avoir les decrements calculés en points Mmh. et les decrements calculés en pourcentage. Vont être moins risqués, vont être plus avantageux pour l'investisseur. Pourquoi? C'est comment on sait exactement le poids qu'ils vont représenter sur le niveau du sous-jacent. Je D'accord. prends un exemple tout simple, si l'action BNP, on passe de l'action BNP, baisse fortement, le dividende, s'il est pris en pourcentage, donc tous les ans on a le même pourcentage, ça va représenter le même poids tous les ans. S'il est en points, par exemple de 4 points sur un niveau à 100 ou 4 points sur un niveau à 90 ou à 75, forcément c'est pas la même chose. Ça peut pénaliser davantage le niveau du sous-jacent d'avoir un décrément en points, ça c'est important de le rappeler. Et après, de manière générale, c'est ce qu'il faut toujours avoir en tête. Et tu prends cet exemple-là où en fait c'est un jeu à somme nulle, il faut avoir en tête que globalement, si le dividende choisi, forfaitaire choisi, est supérieur au dividende réellement versé, ça va avoir un impact négatif sur la valeur du sous-jacent. À l'inverse, s'il est inférieur au dividende réellement versé, ça va tendance à être bénéfique pour le niveau du sous-jacent. Et ça, c'est des éléments hyper importants et qui sont pas c'est des éléments beaucoup plus techniques, on le voit, Bien ça sûr, ouais. nécessite pas mal d'explications, mais c'est des éléments qui sont très importants lorsqu'on vend, on commercialise ce type de produit-là. Bah, il faut que le client final ait conscience de ces choses-là pour pas qu'il ait «de mauvaises surprises» entre guillemets. Surtout qu'en règle générale, si l'action va bien, si l'entreprise se porte bien, le dividende Va avoir tendance à augmenter. va avoir tendance à augmenter. Donc, bah, ça veut dire que tu as choisi une bonne action, tu as beaucoup de chances que tout se passe bien. Par contre, si tu es dans un cas où l'entreprise commence à avoir des difficultés, ça va se refléter sur son cours de bourse et potentiellement, le dividende versé bah, va être beaucoup plus faible que celui qui a été pris en decrement. Exactement et du coup, double impact, d'où la notion importante de différencier les dividendes en points ou en pourcentage. Sur un dividende en points, bah, on va avoir le double effet puisque finalement, le dividende réel va peut-être baisser alors que nous, le dividende, le décrément en points, il va rester fixe et du coup, il va avoir une part de plus en plus importante Mmh. au fil des années. En pourcentage, bon, bah, au moins, même si le sous-jacent baisse, ça va rester le même pourcentage tous les ans. Mmh. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Dans le cadre d'un scénario de marché baissier, bah, cette notion de dividende fixe, bah, peut pénaliser, en tout cas, si les dividendes sont réduits ou coupés, ça peut pénaliser les performances, du sous-jacent. Tu as le cas récent justement d'une entreprise, où ça s'est plutôt mal passé, Alors où ça s'est mal passé, on peut pas encore dire que ça s'est mal passé et il y a pas suffisamment, on va dire, de recul pour le dire. Typiquement, il y a beaucoup de produits qui ont été faits sur l'action Stellantis avec un dividende forfaitaire. L'action Stellantis versait des dividendes autour de 1,30 récemment. mmh. Il y a pas mal de produits qui ont été faits avec un dividende fixe, justement à 1,30 €. Il se trouve que là, cette année, elle a mis un dividende, autour des 0,5 et elle coupe le prochain dividende. Bon, bah, typiquement, plus le cours a fortement baissé, on va venir prélever un dividende de 1 €, 1,30 € sur un cours qui a fortement baissé, sur une action qui ne verse plus de dividendes. Là, ça va pénaliser les performances du sous-jacent. De manière générale, est-ce qu'on constate pas quand même, que, les scénarios où ça peut être, où ça peut mal se passer, ça va concerner quand même plutôt quand on va être sur ce qu'on appelle des single stocks, c'est-à-dire, en effet, tu fais ton produit structuré,
uniquement sur BNP, sur Stellantis, mais que lorsque tu es sur un indice qui, va commencer à être, diversifié sur 10, 20 actions, en règle générale, tu as quand même plus de chances que ça se passe mieux, quoi? Bah, forcément, ça en revient à la notion de volatilité. Quand on est sur un stock, une action versus un indice avec 30, 10, 30, 20, 30, 40 actions, en théorie, il y a moins de risques de tomber au-delà des barrières de protection du capital. Forcément. Après, j'ai envie de dire, c'est sûr que c'est moins un parti pris d'aller sur de l'indice que d'aller sur de l'action. Et c'est pour ça qu'en contrepartie, il y a pas de miracle. Comme je le disais, c'est des vases communicants. Bah, à l'inverse, quand on va aller sur du single stock, bah, on pourra, sur une structure équivalente, peut-être prétendre à avoir un peu plus de rendement ou alors plus de protection ou plus de dégressivité ou plus de tel ou tel mécanisme qui vont être bénéfiques au produit. Mmh. Donc ça va être dépendre là, ça va être là où on veut mettre le curseur, là on veut mettre le Rendement couple risque, rendement-risque, là on veut mettre le curseur sur ce qu'on veut finalement. et puis tu as aussi, des manières de structurer un produit qui peuvent être, un petit peu difficiles à comprendre pour un particulier. Ouais, Je pense notamment, au worst of, ouais. où là, tu peux avoir des rendements, qui te sont promis à 20, 30, 40 sur ce type de produit structuré. Qu'est-ce que tu en penses toi concrètement, de ce type de produit? Alors moi à titre perso, Ouais. et c'est la première fois là dans notre échange que je vais parler vraiment à titre perso, je suis pas un grand fan des worst of, pour être Mmh. tout à fait honnête. Tu peux rappeler la mécanique de ce Alors type un de produit mécanisme de structuré? worst of c'est quoi? C'est le pire d'eux, c'est qu'en fait, au lieu de suivre une valeur, d'avoir un sous-jacent, on va regarder le pire niveau, la pire performance parmi 2 ou 3 ou 4 sous-jacents. Donc par exemple, tu prends, BNP, BNP, Crédit. Société Générale. Si BNP, fait, +1 mais que Société Générale fait -5, ce qu'on va regarder, c'est le -5. D'accord. Donc tu peux avoir, dans ton worst of, des actions qui se portent, très bien, mais il suffit qu'il y en ait S'il y une, en a une qui se porte moins bien et c'est c'est elle qu'on celle va qu'on prend. regarder finalement. Voilà, OK. Donc plus de risques, mais après encore une fois, ça ne veut pas dire forcément plus de coupons. Ça va être justement, c'est là notre rôle, c'est comment on va construire le produit. Mmh. Et nous, c'est plutôt notre ADN d'ailleurs, dans la construction des produits structurés. Ça va pas être toujours, et j'en reviens encore une fois à ce que je disais, c'est pas de vendre un coupon qui fait rêver, c'est de donner le maximum d'ingrédients pour que la promesse de coupon se réalise. Ça va être, au lieu de tout mettre dans le coupon, par exemple si on fait un worst off, c'est d'aller rajouter un peu plus de dégressivité ou un peu plus de protection ou alors rajouter justement, je parlais du mécanisme de best strike, c'est tous ces ingrédients-là D'accord. qui font qu'on va en compenser en partie en tout cas le risque, bah, d'aller se positionner sur un single stock ou sur un worst off par des mécanismes qui vont protéger versus si on se positionne sur un indice où on n'aura pas la possibilité de rajouter autant de protection ou autant de dégressivité. En OK. fait, c'est vraiment là où on met le curseur. Même avec un sous-jacent dit, risqué, et ben, on va pouvoir aller peut-être faire en sorte que d'ajouter plus de protection ailleurs et au global, le produit sera pas forcément plus risqué. OK. On parle beaucoup d'ETF aussi, Ouais. en ce moment sur les investissements sur les marchés financiers. Si tu devais comparer un ETF, investir sur un ETF, je sais pas, Tech US et un produit structuré, Tech US, dans quel cas tu penses que, un investisseur devrait, plutôt aller sur l'un ou sur l'autre? Là, c'est exactement le même scénario que quand on parlait aller sur l'action ou aller sur un produit structuré Mmh. sur l'action, c'est le même principe. Si on est sûr que l'ETF va monter, OK. bah, qu'il achète en direct l'ETF. Ceux qui se disent: «Il y a une incertitude» ou même si j'ai quand même une bonne conviction, je pense que ça va monter, mais je veux quand même avoir des mécanismes de protection, des mécanismes d'effet mémoire, un mécanisme d'optimisation du point d'entrée, Mmh. une possibilité d'avoir du rendement même si l'ETF baisse un petit peu, bah, là on et si on a un horizon de temps aussi qui est un peu plus élevé, c'est ça qu'il faut avoir en tête aussi, bah, peut-être que le produit structuré sera plus adapté. Alors ça, l'horizon de temps, c'est une notion qui est assez importante, mais est-ce que quelqu'un qui a un horizon de temps court terme, il est bien conseillé à aller sur un ETF, TQS, s'il te dit: «J'ai besoin de mon argent dans un an»? C'est plus, ton rôle que le mien, mais je pense pas. Ouais, on est d'accord. Je pense OK, pas. Mais pas au même titre que le produit structuré sera pas non plus adapté, bien sûr. c'est rare d'avoir honnêtement, c'est rare d'avoir des produits en ce moment, en tout cas sur des maturités très courtes et ça nous arrive très souvent qu'on nous demande: «Mais vous avez pas des produits sur, une maturité?» Et je dis: «Non, honnêtement, là-dessus, C'est vrai qu'on en a pas parlé. Toi, les produits structurés les plus courts, avec les maturités les plus courtes que tu vois passer, c'est quoi en général? C'est 3 ans? Minimum, minimum? on a déjà fait du 1 an, du 2 ans, mais c'est quand même assez rare et OK. plus on est court, moins on va pouvoir avoir de coupons ou de protection du capital. Est-ce qu'il y a pas aussi une notion de la part du client dans sa capacité d'investissement? C'est-à-dire,
l'appréhension qu'il doit avoir va pas être la même si, il est capable, par exemple, de mettre 1 000 € tous les mois, sur, son assurance vie en versement programmé ou si justement il reçoit une somme de 500 000 € qu'il doit investir one shot. Là, pour le coup, le produit structuré va être plus adapté quand tu as un montant important à investir, plutôt que si tu es capable de mettre de C'est l'argent tous sûr les que mois, c'est quoi. pas des produits en fait, les produits structurés, dans la plupart des cas, en tout cas en assurance française, dans la grande majorité des cas, c'est des produits qu'on va souscrire au primaire. Donc au primaire, c'est quoi? C'est pendant la période de commercialisation, avant que le produit soit lancé. C'est des périodes de commercialisation qui sont généralement entre 1, 2, 3 mois, Mmh voire mh. plus, ça dépend. Et c'est à ce moment-là, finalement, que le client final va pouvoir souscrire. Donc éventuellement, s'il souscrit tous les mois, bon, bah, s'il aura 3 périodes possibles enfin, il aura 3 versements possibles sur le produit, sur les 3 mois. Mais de manière générale, les produits structurés sont plutôt faits pour les souscriptions, j'ai envie de dire one shot. Enfin, en tout cas, c'est pas fait pour, rajouter, sur un même produit en tout cas, souscrire en plusieurs fois OK. pour un même client. OK. Le dernier point qu'on pourrait aborder, c'est justement sur les critiques, qu'il y a sur les produits structurés, notamment au niveau des frais et de l'opacité qu'il peut y avoir, sur les frais. Tu en as déjà parlé au tout début, voilà, il y a la banque émettrice, il va y avoir le structureur, après il va y avoir le distributeur. Est-ce qu'au final, tous ces frais qui s'additionnent, bah, ils sont quand même payés par le client, final? Est-ce que l'addition est pas parfois un peu trop lourde pour le client? Alors honnêtement, sur les produits déjà, il faut avoir en tête que c'est des choses qui sont de plus en plus suivies par les différents organes de régulation, par les assureurs aussi, par le value for money, par différentes choses. C'est aussi les frais sont aussi mentionnés, même si c'est pas des documents les plus simples à comprendre, faut être honnête, Mmh. dans les KID, donc dans les documents d'information clés. Mais je pense qu'on peut pas faire de généralité sur les produits structurés. Et pour travailler au quotidien sur les produits, il peut y avoir des produits sur lesquels il va y avoir très très peu de frais, d'autres sur lesquels il va y avoir beaucoup plus de frais. Et ça dépend de plein de choses, ça dépend de la structure du produit, ça dépend aussi du nombre d'intermédiaires qu'il y a, ça dépend aussi de la «gourmandise» entre guillemets des différents intermédiaires. Mmh. Mais, on peut pas, je pense, stigmatiser les produits structurés. Je pense que c'est le cas pour toutes les typologies de produits. Honnêtement, il va y avoir des produits très peu margés, d'autres un peu plus margés. Ce qui est sûr, c'est que c'est des choses qui sont de plus en plus surveillées, qui sont de plus en plus, réglementées. Et l'objectif, ça reste avant tout que le client final, gagne de l'argent en y souscrivant. Et comment le client final, justement, il peut se faire une opinion d'un produit structuré qu'on va lui présenter en se disant: «Bah, avec toutes les conditions de ce produit structuré, est-ce que c'est bien ou pas d'avoir mon 8%? Est-ce que je pourrais pas avoir, plutôt du 10 ou, est-ce que mon 8 il est hyper compétitif parce qu'ailleurs on me proposerait plutôt du 6 ou du 7 quoi?» Bah, 2 choses, il peut regarder en comparant, différentes structures, ça c'est se faire son idée. Bon, bah, finalement, est-ce que je préfère avoir du 8% sur action ou du 10% sur action ou du 8% sur indice? Mmh. Du 8% avec, une protection du capital à -50 ou du 6% avec du capital garanti? En fait, finalement, c'est à force de voir différents produits, c'est comme dans tout, à force d'en voir plusieurs qu'on se fait son avis et qu'on se dit: «Bon, bah, là, je pense que c'est un» ça reste assez abject. Nous, on a cette, à travailler tous les jours là-dessus, on sait va être un bon pricing, quel va être un bon pricing. Pour un investisseur final, bah, c'est à force d'en faire, à force de voir en tout cas, à force de voir passer des produits, il va se rendre compte, bah, là, je pense que le couple rendement-risque du produit me semble intéressant. Je pense avoir, au vu des mécanismes qui ont été mis dans le produit et du rendement, je pense que le ratio est intéressant, que j'ai le maximum de chances de toucher de toucher ce rendement-là, finalement. OK. Puis après, c'est aussi le rôle du conseiller de justement, faire, cet état des lieux, du marché, d'aller chercher à chaque fois, ce qui peut se faire, de mieux pour le client, quoi. Exactement, je pense que le postulat de départ, c'est se dire, bon, l'horizon d'investissement évidemment et c'est se dire: «Bah, voilà, on a différentes façons de travailler le produit structuré. On peut aller aujourd'hui sur du capital garanti entre 5, 6, 7%, sur du capital protection partielle entre 8 et 10, 12% et sur du beaucoup plus, risqué et dynamique, du 15, 20, 30%. OK. Et c'est en fonction du profil, du client, de son cahier des charges, de ses besoins et cetera. Trouver le produit, le ou les produits qui vont être le plus adaptés au client final.
OK, super. Bon, bah, en tout cas, Tom, merci pour, toutes ces explications. J'espère que, ce sera beaucoup plus clair, pour ceux qui vont nous écouter, sur la façon dont on construit un projet structuré, sur les rendements qu'on peut en attendre et les risques et les avantages, associés. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Garder le cap. Pour le prochain épisode, nous recevrons un gestionnaire, de SCPI. On va, approfondir sur, le marché immobilier actuel qui offre de réelles opportunités. Abonnez-vous pour, suivre le prochain épisode.